Bonjour, bienvenue au 10e laboratoire. Aujourd'hui, on va faire les deux exercices sur les algorithmes probabilistes. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier exercice. Dans le fond, ce qu'on doit faire, c'est résoudre le même problème qu'on a déjà résolu précédemment. Donc, on a T tâches. Je vais changer de crayon. On a T tâches, puis chaque tâche prend un certain nombre de temps à s'exécuter, qui va être contenu dans le tableau E. Et chaque tâche permet de traiter un certain nombre de données qui va être dans le tableau D. Mais là, ce qu'on veut, c'est résoudre le problème avec un algorithme probabiliste. Donc, l'algorithme en tant que tel, la façon qu'on va faire est décrit ici. Parce qu'un algorithme probabiliste, ça veut dire on veut avoir un algorithme qui a une bonne probabilité de nous donner une bonne réponse. Donc, ce qu'on veut, c'est utiliser du random, on veut utiliser du hasard pour tenter de résoudre le problème. Donc, ce qu'on dit, on va partir d'une liste de tâches qui est vide, puis on va modifier cette liste avec trois opérations, soit une insertion, soit une suppression, soit une modification. Et ça va être choisi aléatoirement. Ensuite, on va accepter toutes les modifications qui améliorent le nombre de tâches traitées, donc toutes les modifications et les insertions qui permettent d'améliorer le nombre de tâches traitées et qui rentrent dans le temps alloué. On va les accepter. Puis, on va aussi accepter toutes les opérations qui diminuent le nombre de tâches traitées dans 50% du temps. Ça sert à quoi de faire ça? Ça permet que si on prend une tâche, par exemple, qui nous prend tout notre temps, mais qui offre, qui dans le fond, traite quand même beaucoup de données, bien, si on a des chances de l'enlever pour le remplacer par d'autres tâches qui peut-être leur somme va donner plus de données traitées, peut-être que ce résultat-là va être meilleur. Donc, c'est vraiment utiliser les probabilités, vraiment y aller probabilistement, je ne sais pas si c'est un mot qui se dit ou si je l'ai bien dit, en tout cas, d'y aller avec les probabilités, d'y aller avec le hasard, puis d'enlever parfois les tâches qui sont moins bonnes. Puis, notre condition d'arrêt, ça va être que quand il n'y a plus de changement, donc par exemple que ça fait max essai, donc disons que max essai va être égal à 3. Si ça fait 3 fois qu'on essaye de faire une modification, une suppression, une insertion et qu'on ne change jamais la liste parce que les modifications ne sont pas valides, ben on arrête. On pourrait mettre ça plus haut, on pourrait le mettre à 5, à 10, etc. Si après 10 essais, il n'y a rien qui est modifié dans la liste, on retourne la liste. Donc, avec ce type d'algorithme-là, c'est très rare qu'on va avoir une solution optimale. Mais on va avoir une solution qui respecte les règles et qui permet qui permet beaucoup plus rapidement d'obtenir un résultat que si on testait toutes les possibilités. Donc, on va y aller. On va se faire une fonction qui prend en paramètre le tableau D, donc qui va de 1 à T, le tableau E, qui va de 1 à T aussi. Ensuite, on va avoir une variable qui est le temps max qu'on a de disponible, comme l'exercice de l'autre fois, donc le temps d'exécution, il ne faut pas qu'il dépasse le temps max. Puis aussi, on va avoir max essai. Essai, comme ceci. Donc là, notre fonction, notre fonction, en premier, ce qu'on va faire, ça va être d'initialiser nos variables, puis de commencer notre loop. Donc, on va faire, on dit une liste vide de tâches ici. Donc, je vais prendre le tableau L pour une liste de tâches, puis je vais l'initialiser avec aucun élément dedans. Ensuite, je vais commencer ma loop. Donc, on dit tant qu'on n'a pas fait une modification qui atteint max essai,
on continue. Donc, on va avoir une variable. Nombre modif. Oups, si... Nombre modif qui va être égal à 0. Puis, tant que nombre modif pour notre modification, est plus petit que max essai, on va continuer. Puis, ce qu'on va faire, c'est que on va incrémenter nombre modif au début. Puis, à chaque fois qu'on va faire une modification de la liste, L, on va réinitialiser le nombre modif à 0. Donc, on a fait ça. Là, maintenant, ce qu'il faut faire dans notre loop, c'est déterminer est-ce qu'on y va avec une insertion, une suppression ou une modification. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va avoir une variable M pour M n'est pas pris. Non. On va l'appeler choix. Choix va être égal à un nombre aléatoire entre 1 et 3. Donc, 1, ça va être l'insertion, 2, la suppression et 3, la modification. Uniforme, c'est quoi? C'est juste pour dire que quand on a un tableau, avec un tableau, je veux dire un graphique, uniforme, je veux dire, disons qu'on a le choix 1, 2 et 3, ça va être une ligne qui va être égale pour tous les choix. Donc, peu importe, on a 0,33% de chance d'avoir un 1, 0,33 un 2, 0,33 un 3. C'est une type de distribution, un peu comme la loi normale, comme ça. Ça veut dire qu'on aurait beaucoup plus de chances d'avoir un 2 et peu de chances d'avoir un 1 et un 3. Mais nous autres, on veut choisir aléatoirement, uniformément parmi les 3 choix. Uniforme. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire maintenant 3 choix. Donc, disons qu'on se fait un switch sur choix. Donc, 1, je vais splitter, dans le fond, l'algorithme en fonctions que je vais écrire à côté, comme ça va être plus lisible. Si on a un 1, on va faire la fonction insertion. Book 2, suppression. Book et 3, modification. Donc, je ne mets rien en paramètre, mais normalement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en paramètre? Ça serait qu'est-ce que je vais encercler en vert. Donc, ces 3-là, parce qu'il faudrait savoir c'est quoi les tâches qu'on a ainsi que le temps max. C'est ça qui devrait être envoyé ici. C'est la seule raison que je ne le mets pas, c'est pour lire plus facilement le code. Une fois que ça c'est fait, il ne nous reste plus rien à faire dans ce loop-là. Donc, on va y aller avec la fonction insertion. Insertion. Qu'est-ce qu'on fait? On va choisir une tâche aléatoirement entre 1 et t. Puisqu'il ne faut pas oublier, le but vraiment de l'algorithme, c'est d'y aller avec le plus d'aléatoire possible. Donc, on va regarder, on va faire, on va choisir petit t qui est égal à uniforme entre 1 et t. Oups, une virgule. Puis, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le fait d'ajouter cette tâche-là, petit t, va aider à le nombre de données qui va être traité. Donc, on voit qu'il nous manquerait une variable. Il nous manquerait une variable qui est nombre données traitées. Okay, c'est beaucoup trop long comme variable. Oups.
nombre de données traitées va être égal à 0 au début. Maintenant, on va dire quand est-ce qu'on ajoute une tâche? On l'ajoute si on a assez de temps. Puis, peu importe la tâche qu'on ajoute, ça va toujours améliorer notre cas. Puisqu'à chaque fois qu'on ajoute une tâche, si on peut l'ajouter, forcément, on va traiter plus de données. Donc, ce qu'il faudrait regarder, c'est uniquement est-ce que la donnée, est-ce que la tâche rentre dans le temps? Donc, ici, on a une variable nombre de données traitées, puis temps requis. Comme ça. Donc, le temps requis pour effectuer toutes les tâches qu'on a choisies, qui va être dans L, puis le nombre de données traitées. Donc, si le temps requis plus le temps que prend la tâche qu'on a choisie est plus petit que temps max, on va l'ajouter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En premier, nombre modif, on le remet à 0 parce qu'on a fait une modification. Donc, on va recommencer à 0. Ensuite, L, on va ajouter la tâche T. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, ici, il faudrait incrémenter nombre de données traitées étant requis. Donc, nombre de données traitées plus égal D de T, dans le fond, le nombre de données que cette tâche-là fait, puis le temps requis plus égal le temps que prend la tâche. Et that's pretty much it. Ça ici, c'est pour l'insertion. Donc, on l'accepte quand on peut. On choisit une tâche aléatoirement. Puis, petite chose à noter, ici, je vais mettre une petite note en mauve. Quand on fait ça, il faudrait choisir un T pas dans L. Donc, il faudrait choisir une tâche qui n'est pas déjà dans L parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'exécuter une tâche plus qu'une fois. Donc, ce serait juste ça aussi qu'il faudrait checker. Mais dans le fond, on pourrait faire un T égale uniforme de 1 à T majuscule. Puis, on met ça dans un while tant que le T minuscule il est présent dans L. Répète-le. Mais bon, c'est quelque chose, c'est très basic, là, donc on va prendre en compte qu'on fait ça ici. OK, ça c'est pour l'insertion. Ensuite, pour la suppression. La suppression. On va faire la même chose, sauf que là, il ne faut pas oublier que la liste L, on peut pas supprimer s'il n'y a rien dedans. Donc, il va falloir checker en premier. Est-ce qu'il y a un élément dans L? Ensuite, il va falloir regarder, est-ce qu'on peut supprimer un élément? Donc, ça, il va falloir choisir un nombre aléatoirement. Puis, le fait de supprimer un élément va toujours diminuer le nombre de tâches qu'on traite. Donc, si on suit, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, on accepte toutes les opérations qui diminuent le nombre de tâches traitées 50% du temps. Le nombre de données traitées ici, excusez. Donc, ici, il va falloir regarder, est-ce qu'on peut supprimer un élément? Si oui, on va le supprimer dans 50% du temps. Donc, ici, on va choisir en premier une tâche entre
je vais dire, ici, ce que je vais faire, je vais dire que ici, ça va de 1 à n. Donc, il y a n tâches qui vont être dans L. Donc, ici, on va choisir entre 1 et n. On va choisir une des tâches parmi la liste qu'on a. Puis, si, dans le fond, la longueur de L est égale à 0, on va simplement skipper. Donc, en fait, ici, pardon, je vais mettre si la longueur de L est plus grand que 0, donc si on a au moins un élément, et que, dans le fond, on a un uniforme entre 0 et 1. Donc, dans le fond, on va choisir un nombre entre 0 et 1 et on va regarder est-ce que ça, c'est plus petit que 0,5. Si oui, ça veut dire qu'on va faire la modification. Puis ça nous permet d'avoir une modification qui va être une suppression qui va être effectuée dans 50% du temps. Donc, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement comme l'insertion, mais le contraire. Donc, en premier, nombre modif, on remet à 0. Ensuite, L, on va enlever la tâche T qu'on a choisi de supprimer. Ensuite, on va aller dans, on va décrémenter nos deux variables nombre, données traitées, moins égal le nombre de données traitées par cette tâche-là. Et il va y avoir temps requis où on va enlever le nombre de temps que prend la tâche T à s'effectuer. Voilà pour la modification. Maintenant, ce qui va nous rester, c'est la modification. Donc, choisir une tâche qu'on a dans L, puis la remplacer par une autre tâche. Donc, pour ça, je vais enlever ce que j'ai écrit ici pour l'insertion et la suppression pour avoir de la place. Donc, je vais supprimer ça. Puis, je vais faire la modification. Modification. Donc, la modification, il faut choisir deux index. En premier, un élément dans L et en deuxième, un T, un élément dans nos tâches qui n'est pas dans L. Donc, on va avoir T égale uniforme entre 1 et grand T. Ne pas oublier ici le petit astérix. Puis, on va avoir je vais dire, je pense que c'est K qui utilise dans l'énoncé, fait que je vais mettre K aussi. K qui va être un nombre aléatoire entre 1 et n, qui est la longueur de notre liste de tâches qu'on a présentement prises. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait une modification, dans tous les cas, si ça améliore le nombre de données traitées. Sinon, on fait une modification en 50% du temps si le nombre de données traitées diminue. Donc, on va aller voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller déterminer en premier, est-ce que le fait de remplacer la tâche rentre dans le temps max? Parce que si ça ne rentre pas, on ne va faire aucune modification. Donc, if, ici, c'est quoi, c'est? Temps max, temps requis, c'est ça. Cherchez la variable. Si temps requis moins le temps que prend la tâche qu'on va supprimer, plus le temps que prend la nouvelle tâche,
K est plus petit ou égal à le temps max. Donc, si ça fit, on va continuer. Sinon, ça ne vaut même pas la peine de continuer parce que la nouvelle tâche ne va pas pouvoir remplacer la précédente. Donc, si ça rentre, on accepte si ça améliore le nombre de tâches traitées, le nombre de données traitées, ou sinon, on va l'accepter dans 50% du temps. Donc, on va avoir, ici, on va se faire un autre if. Ici, on va se faire if. On veut le nombre de données traitées. Donc, une solution qu'on avait trouvée au dernier exercice, c'était de regarder le rapport entre le nombre de données qui est traité et le nombre de temps que ça prend. Donc, on va utiliser ça comme méthode, mais ce n'est pas l'unique façon de faire. Donc, on va regarder, est-ce que le nombre de données qui est traité par la tâche T divisé par le nombre de temps qu'elle prend est inférieur au nombre de données de la nouvelle tâche au ratio tâche-temps de la nouvelle tâche. Si oui, ça veut dire que ça améliore le nombre de données traitées. Donc, on va accepter la modification. Puis, on a dit, ce serait quoi l'autre chose qui nous ferait accepter la modification? Si ça, c'est faux, ce serait que dans 50% du temps, on accepte les modifications qui diminuent le nombre de données traitées. Donc, or, uniforme entre 1 et 0, plus petit que 0,5. Donc, comme tout à l'heure, ça ici, c'est notre 50%. Soit que le résultat est meilleur et qu'on accepte tout le temps, ou bien on va l'accepter s'il est moins bon dans 50% du temps. Ce qu'on fait maintenant, dans ce if-là, on va faire exactement la même chose que la suppression et l'insertion en même temps. Donc, en premier, nombre modif, j'ai encore pesé sur le mauvais piton, nombre modif égale 0. Ensuite, nombre donné traité va dans le fond, on va ajouter le nombre de données de la nouvelle tâche moins le nombre de données de l'ancienne tâche. Comme ça. Ensuite, on a temps requis. Temps requis, on va ajouter le temps de la nouvelle tâche moins le temps de l'ancienne tâche. Puis finalement, elle, on va supprimer de elle l'ancienne tâche, puis on va ajouter à elle la nouvelle tâche, qui est K. En passant, là, il est effacé, je ne me souviens plus, mais il me semble que dans suppression, j'ai oublié de faire ça ici. Il faut l'ajouter. Il faut que dans elle, on va retirer la tâche qu'on a décidé de supprimer. Donc, excusez-moi pour ça, si c'est le cas. Et voilà. Donc là, on a nos 3 opérations. Puis à la fin de la fonction, quand on sort de la loupe, on peut retourner les tâches qu'on a choisies. On a fini pour le premier exercice. Donc, on va passer au deuxième exercice. Maintenant, le problème, c'est de trouver un chemin qui passe par tous les arcs en évitant le plus possible de passer plus d'une fois sur un même arc dans un graphe qui est, je vais juste aller regarder, dans un graphe non orienté. Donc, on peut passer comme ça ou comme ça pour tous les arcs. Donc, le premier numéro,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste déterminer par nous-mêmes, ce serait quoi, par exemple, dans ce graphique-là, un bon chemin qui passe par tous les arcs en évitant de repasser 2 fois par le même arc. Mais on peut passer plusieurs fois par le même nœud, par contre. Donc, on peut y aller direct, on peut y aller très facilement, sans utiliser l'algorithme spécifique. On va juste faire les tours. Puis ensuite, on va venir relier tous les derniers arcs comme ça. Je ne sais pas si ça a été trop vite. Je vais vous le refaire encore une fois, un peu plus lentement. Donc ça ici, ce serait un exemple qui serait optimal. On passe vraiment une seule fois par arc et on passe sur tous les arcs. Donc c'est ça qu'il va falloir faire comme algorithme. Mais là, c'est facile parce qu'on a vu que tout est bien arrangé pour que ça se fasse bien. Mais disons qu'il y avait manqué cet arc-là ici, puis celle-là ici. Ça aurait été quand même plus dur parce que là, il aurait fallu qu'on fasse ça, comme ça. Là, on peut revenir. Mais là, on voit, on a passé là, mais là, il faut repasser une deuxième fois ici, s'en aller là. Là, on ne peut pas aller nulle part encore. Fait que là, on va repasser ici, repasser là, repasser là. Puis là, il nous reste un dernier. On va repasser ici, puis aller là. Est-ce que c'est vraiment optimal ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Probablement pas. Donc, c'est pour ça que c'est un problème qui, quand le problème n'est pas simple comme celui-là, ça peut devenir assez complexe de trouver toutes les possibilités puis trouver la meilleure solution. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire un algorithme probabiliste qui va résoudre ce problème-là. L'algorithme, en gros, on dit, on va avoir un tableau C, une liste dans le fond, qui contient les nœuds sur lesquels on va passer en ordre. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, entre le nœud 7 et le nœud 6, ben, on va ajouter le nœud 7 en premier, après ça, on va ajouter le nœud 6, le nœud 5, le nœud 4, etc. Ensuite, le premier nœud est choisi aléatoirement, donc le premier nœud qu'on part. Le troisième point, c'est on utilise un tableau M, où MI contient le nombre de fois qu'on a passé sur l'arc I. Donc, on va avoir un tableau ici E qui contient les arcs. Donc, ça ici, ça veut dire le nombre d'arcs, le fait qu'on a mis les barres comme ça. Puis, pour chaque MI, donc au début, ils vont tous être égaux à 0. Puis, on va les incrémenter à chaque fois qu'on va passer sur un arc. Finalement, on choisit l'arc. Disons qu'on arrive à un nœud X, puis que lui, il y a plusieurs chemins. On va choisir l'arc d'une façon aléatoire parmi ceux qu'on a le moins visités. Donc, disons qu'on a le tableau M ici, puis la valeur, ça va être 2, 2, 3, 4. Ben, on va prendre aléatoirement un choix entre ces deux-là, parce que c'est eux autres qui ont les valeurs les plus petites. Puis, on va faire ça pour résoudre le problème, dans le fond. Donc, tant qu'il y a des éléments dans M qui est égal à 0, on va continuer. Parce que ça veut dire qu'on ne va jamais avoir passé sur l'arc. Donc, on va y aller. On a une fonction qui prend en paramètre, ça prend en paramètre, je vais juste aller regarder c'est quoi les noms des tableaux qu'il prend. Il y a V, E. OK. V qui est la liste de nœuds et E qui est la liste des arcs. Nœud, arc. Donc, ce qu'on fait, on va avoir un tableau, nous autres C, puis on va ajouter un élément random dedans. Donc, C va être égal à un tableau contenant un nœud aléatoire. Donc, dans V,
on va prendre entre la valeur 1 et n, un nœud. Donc là, ouais, c'est un peu compliqué parce que j'ai tout mis ensemble. Ici, je vais choisir un index entre 1 et n. N, disons que c'est la grandeur de V. Puis, je vais prendre ce nœud-là, puis je vais l'ajouter dans la liste de C. Puis ensuite, on va boucler tant que les valeurs de M vont en avoir au moins un qui va être égal à 0. Donc, on dit tant que 0 dans M. Donc, ça ici, ça va être une fonction qui va prendre M en paramètre. Donc, M, c'est quoi? On a dit, c'est un tableau qui contient 0 pour tous les éléments for I in 1 à. OK. Ici, on va dire que le tableau ici, ça va jusqu'à N et le tableau ici va jusqu'à M. Donc, ça ici, pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en Python pour faire un tableau, là. En gros, ce que je dis, c'est que je vais faire un tableau qui contient juste des zéros pour tous les éléments entre 1 et M. Ah, fuck, je ne peux pas utiliser M, j'ai un autre tableau M. Je vais utiliser P. OK, comme ça. Donc, notre fonction 0 dans M, qui prend en paramètre le tableau M, va looper for élément dans M. Si l'élément égale 0, ça veut dire qu'il y a un 0, donc on return true. Sinon, si on sort de la loupe et qu'il n'y a aucun élément qui est égal à 0, on va retourner false. Donc, tant qu'il y a des éléments qui est égal à 0, ce qu'on a dit, c'est on va choisir un arc aléatoire du nœud courant. Donc là, notre nœud, qu'on va appeler nœud, va être le premier élément de C. Donc, l'index comme ça, c'est juste une façon plus rapide d'écrire. Je vais prendre le dernier élément qu'on a mis dans C. Donc, on est sûr ici, parce qu'à la ligne 1, on ajoute un élément dans la liste. On est sûr qu'il va au moins avoir un élément. Donc, je vais prendre ce dernier élément-là, puis ça va être notre nœud courant. Puis, ce qu'on va faire, c'est on va se faire une liste de tous les plus petits, de tous les arcs qui ont été passés dessus le moins souvent possible. Donc, ici, on va se faire un tableau arc. Puis, ce qu'il va avoir, c'est on va le créer dans une autre fonction, juste pour que ce soit plus joli. On va avoir get je vais dire get arc, tout simplement. Puis ça, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de notre nœud et de M. Donc, getArc, c'est une fonction. Puis, ce qu'on va faire en premier, c'est quoi? Il va falloir trouver c'est quoi le plus petit nombre de fois qu'on a passé sur tous les arcs de notre nœud. Donc, disons on va avoir petit m qui va être égal à l'infini. On va avoir, puis on va avoir, ben c'est tout. On va voir ça. Ensuite, on va looper sur tous les arcs dans les arcs du nœud.
Puis, on va se dire, si dans le fond, M de l'arc est plus petit que M, donc si dans le fond, le nombre de fois qu'on a passé sur l'arc est plus petit que notre valeur ici, eh bien, notre petit m va être égal à cette valeur-là. Donc, à la fin, on va avoir obtenu le m qui correspond à le nombre de fois qu'on a passé, le moindre nombre de fois qu'on a passé sur les arcs. Puis, maintenant, on va avoir une liste. Il va falloir se créer une liste d'arcs. Puis, for, on va refaire la loupe. On va repasser sur tous les arcs du nœud. Point arc. Puis, si arc, pas de S, excusez. Si M de arc égale petit m, on va simplement l'ajouter dans arc, avec un S, dans la liste arc. Arc. Puis, on va retourner ce résultat-là. On va avoir finalement notre liste de arc. Ensuite, on va choisir aléatoirement un arc parmi cette liste-là. Donc, on va avoir ici, je vais mettre une variable K qui va être la longueur de ce tableau-là. Puis, on va maintenant choisir un nœud. Donc, disons qu'on dit T va être égal à uniforme entre 1 et K. Donc, si par exemple, il y a juste un nœud dans notre liste, ben, ça va être uniforme entre 1 et 1. Forcément, ça va être 1 qui va sortir. Puis, s'il y a plus d'éléments, on va choisir aléatoirement un arc parmi notre liste. Puis, ce qu'on va faire, on va simplement ajouter, oupsie, pas ça que je voulais. On va ajouter le nouvel arc, dans le fond, le nouveau nœud qui correspond à l'endroit qu'on va dans cet arc-là. Donc, en premier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut incrémenter la valeur qui correspond à le nombre de fois qu'on a passé sur cet arc-là. Puis ensuite, on va rajouter dans C un nouvel élément qui va correspondre au nœud vers l'arc. Donc, arc, point nœud. Arrivé. Je vais mettre ça comme ça. Dans le fond, ce que ça correspond, c'est un arc part d'un nœud, disons le nœud A, et s'en va vers le nœud B, le nœud d'arrivée. Donc, moi, je vais dire la valeur qui correspond à ce nœud-là. Puis, on a pas mal fini. On peut retourner C, qui est notre liste d'arcs. Dans le fond, un peu comme tout à l'heure, là, ça va pas être très beau, là, mais ici, par exemple, on a passé du nœud N7 à N6 à N5 à N4, mais là, on les écrirait toutes, puis ce serait dans le fond notre liste C qu'on obtiendrait. Puis, voilà, c'est pas mal l'algorithme qu'il faut. Vous allez voir que dans la réponse du professeur, l'algorithme est légèrement différent de la façon qu'il est écrit, mais ça revient pas mal à ça. Donc, voilà pour l'algorithme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est répondre à des petites questions de c'est quoi vraiment le type d'algorithme qu'on a fait. On sait qu'il est probabiliste. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être d'autre? Donc, en premier, est-ce que notre algorithme est glouton? Pour ça, on va aller voir c'est quoi la définition dans les notes de cours de glouton. Un algorithme glouton, c'est un algorithme qui, lorsqu'il est confronté à un choix, choisit l'option qui semble meilleure à ce moment et il ne revient jamais sur ses choix passés
et ne fournit pas toujours une solution optimale. C'est pas mal notre cas. À chaque fois qu'on arrive à un nœud, on prend la meilleure solution parmi les nœuds qu'on a, en utilisant du aléatoire aussi. Puis, on ne revient jamais sur les nœuds passés, on fait juste avancer puis explorer de plus en plus notre graphe. Donc, c'est un algorithme glouton. Ensuite, est-ce que l'algorithme, c'est un algorithme de programmation dynamique? Programmation dynamique, selon la définition dans le cours, on dit qu'on partitionne le problème en sous-problèmes, qu'on résout chaque sous-problème une seule fois en gardant les résultats, dans le fond, dans un tableau, puis on combine les résultats de ces sous-problèmes-là qui ont déjà été calculés pour résoudre le problème initial. C'est pas ça qu'on fait. On va pas calculer d'un nœud c'est quoi le meilleur nœud vers les autres nœuds, puis ensuite prendre ces résultats-là pour les calculer ensuite, les autres résultats. Fait que c'est pas vraiment ça qu'on fait. On fait pas de programmation dynamique. Ensuite, est-ce que notre algorithme est déterministe? On va aller voir une de cours. Il n'y a pas la définition d'un algorithme déterministe, en tout cas ce que j'ai vu, mais il y a la définition d'un algorithme non déterministe. Non déterministe, c'est que quand on se trouve dans une alternative, on choisit aléatoirement l'action à prendre pour choisir, dans le fond, le prochain nœud, le prochain choix. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. On choisit aléatoirement parmi les choix qu'on a, parmi les meilleurs choix qu'on a, on choisit aléatoirement le prochain nœud sans forcément s'assurer que ce qu'on fait, c'est le meilleur choix. Puis, si on regarde la définition de Wikipédia sur un algorithme déterministe, c'est un algorithme qui, étant donné une entrée, produira toujours la même sortie. Dans notre cas, ce n'est pas ça, on utilise de l'aléatoire. Quand il y a de l'aléatoire, ce n'est pas déterministe. Donc, la réponse, c'est non. Est-ce que l'algorithme est correct? Pour montrer qu'un algorithme est correct, il faut démontrer que l'algorithme se termine, autrement dit qu'il ne boucle pas à l'infini. Et il faut démontrer que le résultat de l'algorithme est effectivement de la forme énoncée par la spécification. Donc, on dit qu'il faut que l'algorithme finisse un jour, il ne peut pas juste rouler à l'infini. Et aussi, il faut que l'algorithme donne un résultat qui est valide, qui répond, dans le fond, à nos exigences. Donc, on sait que notre algorithme va donner quelque chose qui répond à nos exigences, puis on sait qu'à un moment donné, il va finir. Puisqu'on prend tout le temps les paths les plus petits qu'on a le moins explorés, et que s'il y a une façon d'explorer tous les arcs, on va y arriver. Donc, notre algorithme est correct. Ensuite, est-ce que notre algorithme est approximatif? Donc, un algorithme approximatif, on dit que c'est utilisé pour des problèmes numériques afin d'obtenir une solution approximative. Donc, on n'est pas en train de faire, par exemple, une racine carrée d'un nombre, puis on veut avoir un nombre approximatif qui est à peu près la réponse sans être exactement la réponse précise. Ce qu'on veut, c'est toujours avoir un résultat qui est précis. On va avoir une solution qui est valide à la fin. Donc, notre algorithme n'est pas approximatif. On n'arrive pas à quelque chose qui est presque bon. On arrive toujours à quelque chose qui est bon. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est une solution. Donc, la réponse, c'est non. Un algorithme probabiliste. Un algorithme probabiliste, c'est un algorithme qui utilise une source de hasard. C'est pas mal ce qu'on a fait. On a même dit qu'on veut écrire un algorithme probabiliste. Donc, on utilise du random. Fait que c'est vrai. Est-ce que c'est un algorithme Monte Carlo? L'algorithme Monte Carlo, c'est que le résultat va être correct dans P probabilité. Donc, on dit que l'algorithme, dans le fond, l'algorithme va être exact dans certains cas. Donc, par exemple, ici, on dit, si l'algorithme retourne Y, on sait que c'est la bonne réponse, la meilleure réponse. Sinon, on ne le sait pas. Dans notre cas, si pour les tableaux de M, disons pour tous les tableaux de M, ça égale 1, on sait qu'on a exactement la bonne réponse.
parce qu'on a passé sur tous les arcs une seule fois. Donc, on ne peut pas passer moins que ça parce qu'on dit qu'il faut passer sur tout. Puis, on a passé une seule fois, donc on est sûr que c'est optimal. Mais si c'est pas ça, disons qu'on arrive puis on a tout ça, mais à l'endroit, à l'index 2, on a 4. On ne sait pas si c'est la solution qui est optimale. Là, il faudrait regarder, il faudrait voir est-ce qu'en effet ce l'est ou ce l'est pas, puis on ne le sait pas. Mais on sait, on est sûr et certain que quand on a ça, notre algorithme a la meilleure réponse. Donc oui, c'est un algorithme Monte Carlo. Est-ce que c'est un algorithme Las Vegas? Las Vegas, c'est un algorithme qui donne toujours la meilleure solution, mais qui peut aussi jamais répondre. Donc, soit qu'il trouve la meilleure solution, s'il ne la trouve pas, il ne retourne rien. Dans le cas, ce n'est pas ça, on va toujours retourner quelque chose. Donc, la réponse, c'est non. L'algorithme de type probabiliste numérique, on a dit tout à l'heure, ce n'est pas un algorithme approximatif parce que ce sont des algorithmes probabilistes numériques. Donc, c'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. Puis finalement, est-ce que c'est un algorithme optimal? Un algorithme optimal, ça va être un algorithme qui va toujours donner la meilleure réponse. Dans notre cas, on sait qu'il peut donner la meilleure réponse, comme il pourrait ne pas donner la meilleure réponse. Il pourrait donner une réponse, mais une solution qui n'est pas forcément la meilleure. Donc non, l'algorithme n'est pas optimal. Donc voilà pour les exercices sur les algorithmes probabilistes. Donc, j'espère que c'était clair. Puis je vous dis au prochain lab.